voit-on le processus se dérouler dans le temps et dans l'espace et la traduction financière. Et ce qui apparaît très clairement, c'est qu'il y a déjà de l'offre autour de nos agglomérations. Mais souvent, c'est de l'offre en heure de pointe. Et quelquefois, bah, voilà, on a des choses assez facilement à la demi-heure, quelquefois mieux. Hein. Mais par contre, effectivement, on a d'immenses plages de non dessertes en journée, en soirée, le week-end, le samedi, le dimanche, pendant les vacances. Euh, il y a là, avec, j'allais dire, les moyens existants, c'est-à-dire les matériels existants, les sillons existants, l'infrastructure telle qu'elle est, il y a une chose toute simple à faire qui consiste à compléter le graphique. Hein, pour employer un terme que les techniciens comprendront bien. Hein. Donc, ça veut dire, bah, c'est mettre en place des offres 18 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà. Ça, c'est x2, hein, probablement en volume de dessert. Donc, et on a une estimation, hein, donc vous voyez, c'est relativement marginal par rapport à ce qui existe. Bah, l'estimation, c'est 300 millions d'euros par an, à peu près. Voilà. Strasbourg l'a fait, ça leur a coûté 14 millions d'euros. Voilà, donc ça, c'est une première étape. Et c'est 2026, c'est peut-être 2027. Alors après, bah, il faut en négocier les délais avec les structures SNCF. Hein. Mais voilà, c'est presque demain matin. Hein, pour ceux qui dissertent effectivement sur euh, le temps long du ferroviaire, bah, là, on parle d'un temps court hein, sur ces sauts d'offres. Alors certains appellent ça des sauts d'offres, d'autres des chocs d'offres. Voilà. On n'est pas là pour choquer qui que ce soit. Hein, mais voilà, donc une première étape simple à faire partout. La deuxième temporalité, c'est l'actuel président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui l'a dit quand il a commenté effectivement les premières annonces. Il a dit en 2030, on devrait pouvoir faire le quart d'heure sur tous les grands axes ferroviaires. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, les études sont inscrites au contrat de plan État-région pour avancer dans cette direction. Voilà. C'est donc le quart d'heure en 2030 sur les grands axes ferroviaires. Alors, d'ici là, créer des vraies lignes diamétralisées, créer des terminus de lignes, etc. Hein, mais donc, voilà, étudier ça sur les contrats de plan État-région qui s'engagent là, hein, mais surtout ne pas s'endormir sur le résultat des études. Hein, ça veut dire les clauses de revoyure qui vont bien pour directement embrayer. Hein, sinon, on ne tiendra pas l'échéance de 2030 qu'évoquait Jean-Pierre Farandou. Voilà. Et puis, troisième temporalité, eh bien, il y a un certain nombre d'agglomérations, nous avons écrit de 6 à 8, hein, où on sent qu'il faut des opérations majeures d'infrastructure, souvent au cœur de réseau, pour effectivement pouvoir coller aux enjeux, donc selon les agglomérations les plus importantes. Donc, ça sont des opérations d'ampleur, donc ça va prendre du temps, mais précisément, comme ça va prendre du temps, c'est maintenant qu'il faut les préparer. Hein. Par référence, hein, si vous prenez la référence allemande, eh ben, il y a 6 grandes agglomérations où on a fait des opérations de cœur des réseaux. En Suisse, il y en a 2 qui ont été faites et une troisième qui est en cours à Bâle, c'est à côté de chez nous. Bon, voilà. Donc, nous, on a quelques agglos comme ça. Et puis, dans la temporalité des opérations, il y a tout ce qui est intermodalité. Hein. Donc, on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'il faut le maximum d'intermodalité autour de ces projets, de façon à couvrir avec les moyens les plus pertinents le territoire, l'ensemble du territoire. Et alors avec donc le vélo, le bus, le train, etc., et les transports urbains, le covoiturage, je pense que Thomas Batagne est avec nous. Voilà. Mais il y a un aspect très important dans l'intermodalité qui est capital, c'est l'intermodalité tarifaire. Hein. Pas de réseau RER sans tarification multimodale. Hein, je pense qu'il faut avoir. Et une tarification multimodale, ça demande énormément de temps pour être bâti. Euh,
à Genève, nos amis suisses et rhône-alpins de la région Aura, pardon, hein, nous disent, bah voilà, il a fallu 7 ans pour faire le tunnel Cornavin-Eaux-Vives à Genève, et il a fallu 8 ans pour faire la grande communauté tarifaire qui couvre la France et la Suisse. Ce sont des chiffres, hein, ce sont des chiffres. Donc on a déjà dit les sauts d'offres à échéance rapprochée, 300 millions en fonctionnement. Alors, bon, les spécialistes, les gens qui font des finances locales de façon sérieuse disent bah, il faut d'abord commencer par voir ce que ça va coûter en fonctionnement. Hein. Donc 300 millions par an pour ces sauts d'offres. Et donc on a travaillé avec notre conseil scientifique a travaillé. Hein, en fonctionnement, la deuxième et la troisième étape que j'ai décrites, c'est environ 1,5 milliard d'euros annuels, donc qu'il faut être capable de payer avec une montée en charge, bien sûr, mais une montée en charge qui sera quand même relativement rapide. Alors, comment absorber cette somme-là? Et il y a une référence dans le paysage qui est celle de l'Île-de-France. L'Île-de-France devait, il y a quelques mois, trouver 800 millions d'euros pour faire fonctionner le métro du Grand Paris. Voilà, il y avait la même ambiance, la même tension que celle qu'on a aujourd'hui sur les horaires métropolitains. Et finalement, une solution a été trouvée entre l'État et la région Île-de-France qui s'appuie sur un système, des choses qui existent, parce que vous voyez bien que dans des délais aussi rapides, on ne peut pas rebâtir l'ensemble du financement du système. Donc, c'est plus de versements mobilité et c'est plus d'intervention des collectivités qu'ils peuvent. Et c'est une ressource en provenance des touristes. Nous, ce que nous disons ce soir, c'est que mutatis mutandis, quoi. Hein, c'est en modifiant, en remettant les choses qui doivent être mises en ordre en le faisant. Et eh bien, il faut le même type de solution en région. Ce qu'on a été capable de trouver sur l'île de France, nul ne comprendrait qu'on ne soit pas capable effectivement de le trouver avec les adaptations nécessaires pour le reste du territoire. C'est une question d'équité. Voilà, donc, alors après, ben, bien sûr, hein, quand on dit il y a des spécificités, par exemple pour ce qui est du versement mobilité, si on a un versement additionnel pour les RER métropolitains, pour les SERM, ben, il faudra déterminer le territoire. Hein. Donc, vous voyez, on pose des questions. Il faudra déterminer quelle autorité va le percevoir. Donc, on touche tout de suite à la gouvernance de ces sujets. Et naturellement, la gouvernance de ces RER métropolitains, c'est un point clé. Est-ce qu'on va aller il faudra plus de coordination, hein, c'est absolument clair. Est-ce qu'on va aller vers des formules intégrées, type Île-de-France Mobilité ou type Verkehrsverbund allemand? L'avenir le dira, c'est aux collectivités de le décider. Mais vous voyez bien que derrière la ressource, il y a la question de la gouvernance. Et puis, quand on parle quand même d'une ressource qui est payée par les entreprises, eh bien, bah, il faut les associer hein, au système, hein, en leur montrant bien effectivement que les bénéfices qu'ils vont retirer de la mise en place de ces systèmes et en les associant à la gouvernance. En ce qui concerne les collectivités, bien entendu, on ne va pas ce soir stipuler à leur place, hein, c'est à elles de voir, mais on voit bien quand même, par exemple, que les départements ont envie de revenir, qui ont été un peu sortis de la problématique transport par la loi de 2015, la loi MAPTAM, eh bien, là où il y a des projets de RER métropolitain, bah, souvent il y a un département qui pousse. Hein. Je pense à la Haute-Garonne, je pense à l'Indre-et-Loire, etc. Et les périmètres des SERM eh bien, ne sont pas si différents que cela hein, de ceux des départements. Hein. Donc voilà, donc voir effectivement ce qui peut en être du côté des départements. Il y a un volet de redéploiement naturellement des dépenses de voirie. Hein. Bon, on dépense moins qu'avant. Hein. Bon, sur ces projets. Alors parfois il y a des débats hein, là-dessus, mais bon, il y a forcément une dimension redéploiement. Il peut y avoir une dimension tourisme aussi. Hein, alors pas partout, hein, mais il y a des régions qui le disent. Voilà, donc ça c'est la question du fonctionnement. Et s'il y avait une idée à retenir, c'est on ne peut pas attendre
sur cette question. C'est un sujet à régler rapidement. Et puis, il y a naturellement, pour en terminer, le financement des investissements, hein. Alors, les investissements, bon, on a les premiers travaux du COI, on a les estimations des régions où les projets prennent de l'ampleur, comme la région Hauts-de-France ou l'Occitanie. Bon, on sera très probablement, on est autour des 40 milliards. Ne me demandez pas de quelle année, s'il vous plaît, hein, c'est une estimation, hein, rien de plus. Mais ce qui est frappant dans cette estimation, c'est que c'est à peu près, une fois de plus, c'est un montant qui est pas si différent que cela de celui du métro du Grand Paris, hein. Donc, voilà, donc bien sûr, on va aller un petit peu plus loin, hein, dans l'exercice, voir effectivement euh, ce qui peut être pris dans le cadre des contrats de plan État-région. Donc, il y a les projets, bon, il y a une trentaine de projets, hein, il y a quelques gros projets, et puis il y a des agglomérations de moindre importance dans lesquelles souvent les investissements ne sont pas si importants que ça, hein. Donc, ces investissements-là pourront être facilement absorbés dans les contrats de plan État-région. Par contre, effectivement, quand on est sur des projets comme ceux de Lille, comme ceux de Marseille, comme ceux de Toulouse, comme ceux probablement de Lyon, et j'en oublie volontairement, parce que la liste n'est pas figée, on voit bien qu'on va se poser les mêmes questions qu'on s'est posées en Île-de-France, hein, à savoir recourir à l'endettement long terme et appuyer cet endettement sur une fiscalité de type taxe sur les bureaux, par exemple. C'est ce qui a été trouvé pour une bonne partie du financement en Île-de-France. Donc, voilà. Donc, bah, les uns et les autres ont commencé à regarder, hein, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, bon, on a noté que le rendement de cette taxe, si on l'a transféré, on l'adaptait de but en blanc avec les critères franciliens, bah, elle serait moins productive, environ la moitié en région. Alors après, bah, effectivement, une question qui est posée, sur finalement cette taxe. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer les activités productives, les activités de siège? Parce que souvent, bon, est-ce qu'il n'y a pas à remodeler cette taxe pour effectivement, bah, peut-être que, je veux dire, pour que le pied puisse rentrer dans la chaussure, hein, voilà. Bon, donc il y a un débat, hein, qui est ouvert de ce côté-là. Nous avons, nous aussi, à Objectif RER métropolitain, euh, posé la question du financement par l'Europe des RER à l'occasion de la campagne européenne. On pensait faire un quasi-consensus là-dessus. Bon, il y a eu quelques bémols d'apporter en fin de campagne, hein, mais ce qui est clair, effectivement, c'est que il y a des possibilités du côté de l'Europe, et je dirais même elles existent déjà, sauf qu'à l'heure actuelle, c'est à peu près incompréhensible, hein, la façon de récupérer de l'argent de l'Europe sur ces projets. Donc, eh ben, il faut des principes sains, simples, comme on a voilà, l'Europe a pris 40% du Lyon-Turin, 50% du canal c'est de Nord-Europe. Et ben, voilà, l'Europe pourrait prendre une part des financements des RER métropolitains. Alors qu'on se comprenne bien, hein, il ne s'agit pas d'attendre que l'Europe ait décidé. Non, il s'agit d'utiliser le moment venu, quand le sujet aura été décanté au niveau européen, utiliser ces enveloppes-là pour accélérer.